tu trahis un récit collectif avec ton connard intérieur. Et c'est pareil pour la salope intérieure. Elle trahit le récit collectif. Et c'est pour ça qu'elles sont pas aimables dans un premier abord, c'est par là. Mais au fond, elles sont tout à fait aimables, puisque quand c'est assumé, c'est une expression de ce que tu es. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Romain Lebon, aka Trigor, homme, coach en vrai bail, youtubeur passionné par l'humain et ses fonctionnements, par les chemins qui mènent à l'individuation, observateur singulier, spécialisé en intelligence émotionnelle, formateur, testeur de raisonnement, entrepreneur, provocateur, sincère, vulnérable, mais également un peu connard sur les bords. Bonjour Trigor et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'adore. Le pied dans les réveils, hop. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'en arrive à ma première question rituelle pour toi. Je vais te demander de poser ton attention sur ta sensibilité et savoir qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite. Je suis très curieux, voilà. Une curiosité ouverte. Et, donc tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, mais exactement. Ça va bien se passer. Mais vas-y, envoie. Ok. Et toi, t'es comment là ? Moi, je suis comment ? Ah, je dois dire que j'ai l'impression que les mots sont un peu confus quand ils sortent. Mais en fait, dans la vie personnelle, je suis assez fatigué et je suis extrêmement content de te recevoir. Donc les deux sont mélangés, tu vois. D'accord. On est dans ce mélange un peu de fatigue, de pas de sommeil en ce moment, et puis je suis content. J'ai bossé l'interview avant et je sais que ça va être intéressant. Ouais, moi c'est un peu pareil dans la vie perso. Je suis un peu débordé de projets qui pareil renient un peu mon sommeil. J'ai pas encore réussi à me mettre un sommeil assaini, un peu comme Brian Johnson que j'admire beaucoup pour ça. Mais j'ai quand même trouvé le temps aussi de préparer cette interview et d'être présent aujourd'hui. Chouette. Et ben j'aimerais te dire justement que je suis ta chaîne YouTube avec attention et que je la trouve surprenante, un peu décousue, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'aime bien. Tu nous emmènes dans tes réflexions du moment, parfois à chaud, parfois sur des notions plus maîtrisées. Tu réagis, tu t'interroges, tu testes, bref. J'aime la liberté que tu te donnes d'aller là où c'est vivant pour toi et je t'invite à faire la même chose durant cette interview. Nous allons échanger aujourd'hui autour de deux concepts dont tu te sers régulièrement sur ta chaîne YouTube, ceux de connard intérieur et de salope intérieure. Et j'aimerais te demander si tu veux bien nous présenter un petit peu ce que ces deux notions veulent dire pour toi et à quoi elles peuvent bien servir au quotidien. Le pitch, c'est que les hommes ont tous un connard intérieur et que les femmes ont toutes une salope intérieure. Et quand je dis les hommes et les femmes, c'est adulte, enfin ça commence à l'adolescence, mais ça concerne pas vraiment les enfants, je trouve. Ça vient avec la puberté, ça vient avec l'émergence de la sexualité, ça vient avec la compétition sexuelle, ça vient avec le fait d'apprendre que tu peux manipuler les gens, que tu peux pour obtenir ton objet de désir, pour arriver à un résultat. Et ce sont des parts qui sont très visibles dans les histoires de cours de récré adolescentes, tu vois. Donc dans les films, les séries, les dramas, voilà, tel mec était un connard, telle nana était une salope. Et petit à petit, dans le monde adulte, ça disparaît, ou alors ces mots deviennent juste des insultes. Mais c'est comme si ces dynamiques avaient disparu, comme si elles étaient restées dans la cour de récré, comme si ça avait cessé d'exister. Et je constate que non, que c'est toujours vivant même chez les adultes, c'est vivant dans l'entreprise avec un patron qui pourra se permettre d'être un connard avec ses employés, ou avoir une DRH qui pourra se permettre d'être une salope, mais aussi dans le couple. Je trouve que dans le couple, souvent on se séduit au début. Ce qui nous plaît chez l'autre, c'est sa partie qui n'est pas encore, qui ne nous appartient pas encore, la partie indomptée. Et donc c'est le connard sauvage ou la salope sauvage, j'appelle ça comme ça. Et quand on est en couple, on a tendance à camoufler, mettre le connard intérieur au placard ou mettre la salope intérieure au placard. Pourquoi ? Pour protéger son couple. Parce que si tu révèles cette part-là de toi
dans le couple, ça met en danger le couple, ou alors ça peut blesser ton partenaire, ça peut blesser ta partenaire. Et donc voilà, c'est une notion un peu vulgaire, mais c'est fait exprès, parce que c'est pour désigner une réalité humaine qui n'est peut-être pas très belle, qui est peut-être vulgaire, qui est peut-être grossière. Et pourtant, ça fait partie de ce que nous sommes. On a tous une part qu'on cache, ou soit parce qu'on a honte, soit parce que on veut pas se faire taper dessus, mais qui est vivant en nous. Et tu sais, cette petite voix qui dit ah, si je voulais, je pourrais faire ça, ou alors je peux si je lui dis ça, je vais obtenir ça comme résultat. Ou même encore, ah non, je vais pas lui dire ça, parce que si je lui dis ça, elle va se vexer. Donc je vais pas lui dire. Et ce genre de petit mensonge comme ça qui apparaît dans le couple, c'est déjà pour moi la mise en route du connard intérieur, de la salope intérieure, qui essaye de manipuler l'autre pour arriver à ses fins. Et voilà, ça part un peu dans tous les sens comme description. Je sais pas si tu veux déjà rebondir sur un des points. Moi, ce qui retire mon attention, c'est que tu mets ça dans l'énergie sexuelle et que c'est très intéressant de voir ce point-là, puisqu'en fait, finalement, c'est comme si on était poussé par une sorte d'énergie intérieure et qu'on sait peut-être pas trop quoi en faire. Et à des moments, ça va presque nous tirer les ficelles plutôt que l'inverse. Donc cette énergie, plutôt que de nous en servir, c'est elle qui va peut-être se servir de nous. Alors peut-être que exprimer comme ça déresponsabilise ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme s'il y avait une petite voix un peu, un petit diable sur l'épaule. Le petit diable sur l'épaule, ce serait ça, non? Ouais. On peut le voir comme ça, mais parfois tu crois que c'est ta partie ange, parfois tu crois que c'est ta partie gentille. Euh, Enfin, par exemple, quand dans un groupe de nanas, tout le monde parle du même mec, ouais, c'est trop un connard, nanana. Bon bah là c'est un peu explicite. Le connard intérieur du mec qui souvent n'est pas assumé. C'est pour ça que qu'on en parle, que ça fait parler autour de lui. Et pareil pour les mecs qui vont dire ouais, telle meuf c'est une salope, nanana. Et souvent c'est une nana dont la salope intérieure n'est pas assumée aussi. Et la problématique principale qui vient avec ces notions, c'est que quand le connard intérieur ou la salope intérieure agit dans le monde sans l'assumer, bah, ça a des répercussions systémiques. Et à quel point est-ce qu'on est prêt à prendre la responsabilité de notre connard intérieur ou de notre salope intérieure? C'est une question qui se pose souvent, en fait, dans les gens que j'accompagne en coaching. Par exemple aussi, on vit à une époque assez féministe, et par conséquent, bah, les hommes féministes mettent au placard leur connard intérieur. Bah oui, il faut pas traiter les femmes de manière abusive, il faut pas traiter les femmes d'une manière qui serait déplacée, qui serait déplorable. Et il y a un amalgame comme ça qui est fait avec, comment dire, moi j'ai souvent en coaching des mecs qui doivent récupérer leurs couilles, mais sans pour autant lâcher ce qu'ils ont appris du féminisme, tu vois. Donc ils ont mis leur connard intérieur au placard, et pour autant ils sont devenus un peu parfois des hommes paillassons, ils se font marcher dessus par les gonzesses, et ces mêmes gonzesses sont toujours attirées par des mecs qui sont restés alpha, indomptables, je sais pas quoi. Et il y a tout un travail de réappropriation du connard intérieur et de l'assumer, parce que ça, c'est en l'assumant en fait que que ça ne fait pas de dégâts quelque part. Oh, ou que ça ouais, voilà, que ça, tu peux secouer un peu la personne à quitter, tu peux secouer un peu ton entourage, mais tu lui donnes des moyens adultes de faire avec toi, en fait. Je sais pas si c'est vague. Si, c'est clair, et puis on va rentrer un petit peu justement dans le détail de tout ça, parce que moi je trouve ça vraiment intéressant, et je trouve ça vraiment casse-gueule, et je trouve ça rigolo de faire cet exercice-là avec toi. C'est de l'équilibrisme, et ça donne lieu à la première vidéo où le titre sera putaclic. D'habitude, on est sur des mots qui font que les vidéos sont pas spécialement cliquées pour leur côté subversif. Là, je pense que pour une fois, on tient un titre, et après, on va sans doute avoir des commentaires un peu plus bizarres que d'habitude. Mais je suis prêt à tenter l'expérience. C'est aussi ça que je m'apprête à faire. Je pense qu'en conscience, on peut difficilement passer à côté du fait de risquer ça en ayant un échange là-dessus.
d'avoir des échanges un petit peu binaires en dessous avec le camp des connards qui ne s'assument pas et et le camp des salopes qui ne s'assument pas en dessous en train de se battre pour dire que c'est pas correct de parler de ça, alors qu'en fait, je pense que tu Alors es je d'accord précise un avec moi là. truc. Ouais, je Je t'en prie. précise un truc. C'est les hommes ne sont pas des connards, les femmes ne sont pas des salopes. Bien sûr. C'est une part d'ombre entre guillemets qu'on a en nous. Mhm. Ouais, ouais, j'entends bien. Justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sujet-là, il est brûlant dans le sens où c'est pas souvent qu'on peut parler de ça. Donc c'est Oui. là où je trouve que c'est intéressant, et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ça que forcément ça va faire réagir d'une façon ou d'une autre. Et j'avais une question à te poser par rapport au choix des mots. Est-ce que c'est volontaire que ce soit pas le même mot mis au masculin et au féminin? Pourquoi pas connasse et connard et salaud et salope? Et pourquoi c'est deux mots différents pour toi? Oh, ça aurait pu. Il se trouve que pour moi, c'était comme ça. Voilà. Je choisis pas les mots, ni pourquoi parfois je les redéfinis, ça arrive. Ok. Donc c'est Mais ouais, par c'est contre, non, purement je pense qu'il y a quand même une dynamique qui est différente, qui justifie un mot différent. C'est-à-dire que le but du connard n'est pas le but de la salope, et c'est pourquoi ils sont irréconciliables. Et c'est pourquoi en couple, on met ça de côté, on montre pas à l'autre, parce que on peut pas vraiment s'entendre sur ces paroles-là. On peut ok. s'écouter, mais on peut pas trouver forcément d'accord ou de contrat. On est tellement extraterrestres l'un à l'autre à cet endroit-là que, à moins de juste dire un oui inconditionnel à ça, tu vois, mais égotiquement, en général, on peut pas dire oui. Euh, Par exemple, le masculinisme, c'est ça, le masculinisme qui déplore le fait que les féministes, voilà, maintenant sont des femmes libérées, elles peuvent faire un gosse par GPA ou PMA, et puis le mec le tège, il n'y a pas de papa, et patati et patata. Et du coup, ils sont deg quand la salope intérieure des femmes obtient trop de pouvoir, tu vois. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les femmes n'aiment pas quand le connard intérieur des hommes a trop de pouvoir et que ça devient tous les Trump, tous les affaires MeToo, avec tous les connards qui ont abusé de plein de nanas. Et on ne peut pas se réconcilier à cet endroit-là. Donc je crois sincèrement c'est un endroit de séparation genrée euh, qu'on peut acter ou qu'on peut cacher. Et moi, Ok. j'invite les gens à acter ça et à voir ce qui se passe, comme qu'est-ce qui émerge comme terrain de jeu en actant ça. Ouais. Est-ce que ça reviendrait au même de dire, de parler de violence yang et de violence yin, ou alors justement c'est une partie de la violence yang et une partie de la violence, c'est dur à dire, violence Oui. yin dont on parle. Ah, j'ai plus de mots, du coup c'est vraiment dur. Pour moi, tu peux avoir un connard yang ou un connard yin. Tu peux avoir une Ok, salope yang et une salope yin, tu vois. ok, C'est-à-dire que yang et yin, pour moi, c'est yang, c'est ce qui va impacter en premier. Et yin, c'est ce qui reçoit l'impact, c'est ce qui accueille dans un second temps souvent. Et, euh, et du coup, yin, pour moi, enfin, du coup, tu peux avoir des mecs yang ou des mecs yin, tout simplement. Tu peux avoir des mhm, mecs masculins ou des mecs féminins, entre guillemets. ok. Donc du coup, on en revient au mot d'origine. J'aimerais, là, dans ce que tu m'as développé, j'ai l'impression qu'il y a le mot d'ingérence qui est quand même dans l'énergie de ce connard ou de cette salope. Il y a une envie d'ingérence dans cette énergie-là. Je me trompe? C'est-à-dire, tu peux développer? Juste bah, une énergie sexuelle qui s'exprime à travers le connard intérieur, par exemple. Ça va être une envie de déborder sur l'autre, une envie de ne pas faire attention aux limites de l'autre et d'arriver à ses fins malgré son individualité, malgré euh, je sais pas moi, ses limites, etc. Donc du coup, le mot d'ingérence, vraiment, c'est le fait de déborder sur le terrain d'à côté et d'arriver à faire que cet autre soit acquis à notre cause d'une façon ou d'une autre. Ouais, ingérence, contrôle. Après, pour autant, je pense qu'il y a des connards plus subtils, des salopes plus subtils, ne vont pas faire preuve d'ingérence, mais vont simplement réussir à tisser plutôt des influences de type araignée, c'est un peu comme une toile d'araignée qui va
leur donner un avantage. T'as par exemple, je sais pas moi, quelqu'un en couple une nana en couple, mais qui a tout un réseau de mecs, d'amis autour. Tiens, bah voilà, on va parler des vrais bails. Ça m'était arrivé, ça, c'était une nana. Je suis en couple avec elle, et elle a plein de meilleurs amis, tu vois. Et c'est innocent, c'est des meilleurs amis, bah quoi, ils sont amis, tu vois. Ouais. Et en fait, ils étaient tous en kiff sur elle. Et le jour où on n'était plus ensemble, ils étaient tous en bas de l'appart, dans la même voiture, à l'attendre pour venir la chercher. Pour qui va être le prochain ou qui va être le plus à l'écoute. Enfin, c'était une genre de compétition de je suis là pour toi, quoi. Et ça, pour moi, c'était quelque part assez dur, parce que ces mecs-là, j'ai cru que c'était aussi mes amis. Et en fait, non, ils jouaient à leur propre jeu depuis le début, ou peut-être que cette nana, elle jouait à tisser ça de manière inconsciente, parce que ça aussi, on peut en parler, c'est parfois il y a des salopes intérieures inconscientes ou des connards intérieurs inconscients. Et c'est ça le plus terrible Délétère. souvent. C'est ça le plus violent, c'est quand tu ne te rends pas compte de la violence systémique que tu crées par tes actes ou par tes non-actes. Hmm. Par exemple, les gens qui ne posent pas de limites, ce genre de choses, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est à voir avec le positionnement Ok. Mais justement, le côté inconscient, j'aurais envie d'y aller tout à l'heure, mais là, dans ce que tu dis, je trouve que ça fait un excellent pitch de télé-réalité, la fin d'un couple et tous les prétendants dans une voiture qui attendent en bas. C'est vraiment aussi bas de plafond qu'une Mais, télé-réalité un mais peu on dit que c'est bas de violente, quoi. plafond, mais pour moi, la télé-réalité, c'est une école du connard intérieur, de la salope intérieure. Hmm. C'est là où c'est exprimé de manière le plus crue, le plus mise à nu. Et donc, quelque part, c'est dans la télé-réalité que se trouve cet enseignement de la réalité. Ok. On dit souvent, ouais, c'est un monde de faux, mais paradoxalement, non. C'est très vrai ce qui se passe. Mais c'est Tu juste vois. ils sont identifiés à ces facettes d'eux-mêmes, de la même manière qu'on peut parler de faux self à certains autres égards. Ils sont identifiés juste à cette facette-là, donc on la voit à fond parce il y a identification totale à ça, quoi. Après, je sais pas, je pense que la plupart des gens en télé-réalité, ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer, en train de produire une performance. Tu vois. Je Ok. pense pas Je con- qu'ils croient à fond en leur personnage. J'ai pas envie de leur prêter cette intention d'être des teubés, quoi. Moi, je connais pas assez pour pouvoir me prononcer. J'ai pas passé assez de temps à les regarder. Mais du coup, c'est intéressant, justement, par le prisme de notre échange, de pouvoir aller se faire genre une émission de télé-réalité avec cet échange qu'on vient d'avoir pour voir un petit peu se prendre de plein fouet, en fait, ce que ça donne quand c'est libéré. Parce que nous, on va se contenter Grave. d'en parler, mais on va pas se partir après avec nos connards intérieurs pendant l'échange. C'est pas vraiment ça qui va être. Remarque, on sait jamais, hein, du coup, je me Mais demande. attends. Mais toi, ça Je te t'en prie. parle du coup dans ta vie? Est-ce que tu connais ton connard Euh, intérieur? alors, par certains aspects, oui. Certains aspects, oui, mais j'avoue être en chemin là-dessus. Je trouve que, en fait, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans le développement personnel, souvent, on va passer d'une très mauvaise estime de soi à une bonne estime de soi par du love bombing, un peu par le fait qu'on est merveilleux et que c'est vrai, d'une certaine façon, il y a plein de choses à gagner en découvrant ces zones-là où, en fait, on a plein d'aptitudes, on est digne, on est légitime par essence. Et puis, je trouve que après, c'est intéressant d'aller gratter un peu là où ça fait mal, et c'est là où on est. C'est l'endroit où on est après ce besoin de reconnaissance qu'on a toujours cherché. On finit par vouloir se connaître au-delà de ce qui est agréable à rencontrer. Et j'avoue que mon connard intérieur, je le connais par petits bouts, je pense. Je suis pas spécialement familier de lui. Mais par exemple, ce que tu disais par rapport à ton expérience juste avant, il m'est arrivé d'être. Alors c'est pas aussi clair que ça parce que justement, euh, comment dire. Je pense que les femmes à qui j'ai plu à certains moments, qui étaient plusieurs, elles n'étaient pas dans une voiture en train d'attendre à la fin, quoi. C'était pas aussi charreau comme façon de faire. Mais il y a eu, j'ai pu jouer ce rôle-là, moi.
Euh, Mon connard intérieur, il aimait bien, vu qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me sentir légitime uniquement dans l'admiration que je pouvais susciter ou dans l'amour que je pouvais susciter chez les femmes. Du coup, bah, ça faisait partie de mon équilibre que de pas être tout seul. Donc, je m'appliquais pas spécialement à ce que ça soit. Je sais pas comment dire. Il y a un truc inconscient que j'ai pu rencontrer sur les dernières années où j'étais euh, je sais pas, en sécurité au niveau de l'amour qu'on me portait parce qu'il y avait pas qu'une seule personne qui en était dépositaire, quoi. Un truc comme ça. Hmm. Ça a pu poser des problèmes euh, en termes de jalousie de la part de bah, la compagne avec qui j'étais à ce moment-là. Ah, mais et du coup, t'as géré ça comment? Enfin, si c'est pas indiscret. Ah, très mal, je crois, puisque Hmm. j'ai été dans un déni absolu, puisque j'étais vraiment très amoureux d'elle et que donc du coup, j'avais pas le problème. Ouais, le connard intérieur ne voit pas le problème. Je crois que t'as tout résumé. Ouais, non, c'était difficile de reconnaître dans le sens où en fait, moi, je comptais pas dessus, vraiment, je m'en foutais. Enfin, je veux dire, c'était pas. Il y a des personnes que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est vrai que euh, c'était bizarre de dire. J'avais l'impression que c'était adolescent en fait de dire, bah, je te vois plus parce que je sais que il y a une sorte de trouble un peu entre nous, mais ce trouble en fait, il s'exprimait pas de manière. Voilà, j'étais pas dans l'adultère ni par des petites actions ni par des grosses, et donc du coup, il y avait vraiment juste une sorte de tension, mais cette Mhm. tension était tout à fait gérée quoi, des deux côtés en plus. Donc c'est là où je voyais pas le problème. Donc j'ai un connard intérieur peut-être très efficace. C'est possible. Euh, et il y a un truc que je te partage aussi, qui est pas du tout sur le même registre. Euh, dans, dans, dans la rencontre que j'ai décidé de faire plus largement que uniquement euh, mes côtés positifs, j'ai pu rencontrer un connard intérieur qui est directement lié à l'héritage paternel. Euh, C'est-à-dire que j'ai refusé pendant très longtemps d'être comme lui, enfin bon, voilà, le classique, quoi. Et je me suis rencontré un beau jour vraiment en plein, quoi. C'était vraiment, j'étais lui dans le comportement. Donc je te plante le décor. En gros, j'accueillais un ami à moi que j'avais pas vu depuis longtemps et que je connais depuis l'adolescence. Cet ami, il est extrêmement bordélique. Tu vois, il voit un papillon, il s'en va, quoi. Donc il est très dans l'instant. Et il a un côté enfantin que j'aime beaucoup, mais qui fait qu'il est pas organisé, il est toujours en retard, que quand il arrive chez toi en 2 secondes, il y a des affaires partout, dans toute la maison. Et moi, j'avais ma première maison que j'avais rénovée moi, et je l'aimais bien. Et lui, quand il est venu, je me suis dit, il faut pas qu'il me déglingue mon carrelage. J'y tenais beaucoup. Je sais pas pourquoi. Euh, C'était un carrelage en pierre et tout. C'est un carrelage en pierre et je voulais pas qu'il le salope parce que c'est poreux et il faut pas mettre de l'eau dessus. Donc je lui dis, je te demande deux choses dans cette maison, il y en a pas 36, c'est tu fermes les portes pour pas que les chats ils viennent mettre des poils partout sur les habits et tu mets pas de l'eau partout quand tu prends une douche. Et c'est tout. Et je me suis assuré qu'il y ait vraiment que deux consignes. Bon, voilà, tu vois le truc. Quand t'as pas l'habitude de fermer les portes derrière toi, tu les fermes pas. Et puis, il est allé prendre sa douche. Et là, en fait, je l'ai pisté pendant 2, 3 jours. Vraiment, mon connard intérieur, il était puissant. C'était un psychopathe. Je l'ai pisté. Et au moment où j'ai vu qu'il avait mis de l'eau après sa douche, j'ai lâché. Eh ben voilà. Et là, je me suis vu. Là, il y a eu une sorte de, tu sais, là, j'ai été en méta direct. Alors, et j'ai vu le plaisir que prenait mon connard intérieur à ce qu'il y ait de l'eau Hmm. euh, sur le carrelage. Parce que tout Oh, ça, ça justifiait tout mon pistage. ouais. J'étais heureusement, il avait respecté le contrat. Lui, il était toujours le mec immature qui comprend pas ce qu'on lui dit et qui fait son truc à lui. Ce qui fait que j'aurais pu rester identifié à mon connard, mais de façon vraiment très très euh, facile. Et j'ai bien aimé ce moment où je me suis vu faire et où j'ai vu que ce connard intérieur qui était directement hérité de mon paternel, euh, quel plaisir il prenait à ce qu'il y ait de l'eau parce qu'il pouvait enfin lâcher son eh ben voilà. Il était trop content. Voilà, tout ça pour ça. Mais je l'aime bien cette histoire parce que vraiment, pour moi, ça a été c'est un travelling compensé quoi. Il y a vraiment eu un truc à l'intérieur qui s'est. J'ai vu mon connard et j'ai vu que je ressemblais à mon père en même temps. Donc c'est intéressant ça. Ça fait des réconciliations intérieures, Hmm. je trouve. Toi de ton côté, est-ce qu'il y a des anecdotes comme ça qui te viennent où tu t'es
T'as développé ça, j'imagine, en le rencontrant aussi chez toi? Hum, Quand j'étais ado et que j'arrivais pas à avoir des relations amoureuses, le jour où j'ai commencé à en avoir, j'avais comme une espèce de revanche à prendre sur les gonzesses qui m'avaient snobé pendant des années. Et donc je fréquentais plusieurs nanas en même temps. Et elles n'étaient pas au courant, parce que si elles étaient au courant, elles me prenaient la tête. Et j'avais pas envie qu'elles me prennent la tête. Et donc, bah voilà, j'ai fréquenté, je suis même sorti avec deux nanas en même temps, pendant un an. Et elles n'étaient pas au courant. Et un jour, une des deux que j'ai quitté, et un jour l'autre a été au courant parce qu'un de mes potes était tombé amoureux d'elle et a cacheté, quoi. Et, euh, et bref, voilà, on s'est un petit peu embrouillé. Et et elle m'a dit, t'as été un connard. Et j'ai dit oui, bah oui. Et, et du coup, elle pouvait plus me faire confiance. Je lui ai dit, bah je comprends. Voilà. Et puis notre histoire s'est arrêtée. Et après ça, je me suis rendu compte d'à quel point j'avais pu faire mal à une fille que j'aimais. Et ça m'a vachement bouleversé en fait. Et après ça, j'ai arrêté d'être un connard. Et c'est là que j'ai commencé à devenir un peu féministe, mieux traiter les femmes, etc. Alors ça n'a rien à voir, hein, le féminisme et bien traiter les femmes forcément. Et quelques années après, cette nana me recontacte et on se revoit. Et en fait, elle avait refait sa vie avec un autre mec, ou avec encore un autre mec. Et, euh, et on se revoit. Et on se revoit avec la même complicité, en fait, qu'on avait quand on était en couple. Et, euh, et elle m'avoue que, même si je l'avais trompée, elle s'était jamais sentie autant aimée que quand elle était avec moi. Et que même si j'ai été un connard avec elle, le mec avec qui elle était récemment était ultra casse-couille et possessif et était pas à l'écoute de qui elle était. Et du coup, elle vivait des relations merdiques, en fait. Alors qu'avec moi, elle vivait une belle relation. Et du coup, elle m'a dit bah, qu'elle me pardonnait et ça m'a retiré une épine, en fait, qui a permis de me réconcilier avec ce connard intérieur. C'est que je me suis dit, merde, en fait, c'est pas incompatible avec des relations de qualité et avec le fait d'être aimé, même si c'est une part de moi qui n'est pas aimable. Hmm. Ouais, tu trouves que c'est pas aimable du coup? Euh, En tout cas, c'est pas censé l'être. Parce que si c'était Ok. aimable, on pourrait le mettre sur un CV, tu vois. Non, mais je parle aimable dans ton monde intérieur. Je parle pas aimable en société. Je dis, il y Ah a cette si, possibilité. si, tu peux bien sûr. Mais, mais ça demande de s'aimer proactivement quelque part. Ouais. C'est de s'aimer en adulte. Mhm. Je peux témoigner aussi par rapport à ce que j'ai déjà témoigné juste avant. En fait, en gros, rencontrer mon connard intérieur, je trouve que, étant donné mon chemin de construction au préalable, ça m'humanise. Donc ça me ramène dans mes pompes d'humain de façon très efficace. Et je crois que ça me rend service, ça. Ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi et que je vais lui laisser les rênes et tout ça. Non, à chaque fois que je rencontre mon connard intérieur, je trouve que il y a une dose d'humanité c'est comme si il y avait une dose d'humanité qui me parvenait, que je pouvais pas en faire l'économie de la recevoir et qu'elle se diffuse, quoi, d'une certaine façon. Une injection d'humanité. Et donc, à chaque fois que je fais ça, je crois que euh, ça m'équilibre d'une certaine façon. Sinon, je suis étiré entre je suis une merde et je suis le meilleur, quoi. C'est ça ma construction de départ. Entre je suis une merde et je suis le meilleur, Ouais, au-dessus du monde, en dessous du monde. Je suis pas adapté, je suis une merde. J'ai compris comment il fonctionne, je suis le meilleur. je vois pas le rapport avec le connard intérieur du coup. Bah, simplement, comme je suis construit avec ces deux extrémités, à chaque fois que je rencontre Ouais. mon connard intérieur, il y a le milieu qui s'allume, si tu veux, ça me montre l'endroit où, en fait, je peux interagir avec les humains qui sont autour de moi. Sinon, je suis toujours en Ah dessous d'accord, d'eux ou au-dessus d'eux. toi, ça te ramène au centre, d'accord. Ouais, c'est ça. Il y a une Ah, sorte c'est de... marrant. C'est comme si le GPS, il clignotait à cet endroit-là, en fait. En Hmm. disant, c'est là, et je dis pas que le niveau humain, c'est uniquement le connard intérieur, mais par contre, c'est un ingrédient de cette Non, humanité. t'as grave raison parce que c'est là que tu comprends le mieux le mode de jouir, je trouve.
Et le mode de jouir, c'est là où tu connectes le plus facilement avec un être humain. Tu comprends le mode de jouir de quelqu'un, t'as compris la personne. Ok. Tu vois? Ok. C'est Donc ouais, ça c'est un truc qui revient aussi dans ton travail, cette expression de mode de jouir. Ça veut dire que toi, t'as compris ton mode de jouir, genre à 100% ou pas loin? pas à 100%, non, non, je découvre à peine. Ça vient pas de moi, ça vient des psychanalystes. J'écoute pas mal de psychanalystes que tu connais. Il y a Tinoco, il y a Bhaskar, Hmm. des mecs comme ça. Et, euh, et c'est une phrase que j'entendais. Au début, ça ne me disait rien. Mais comme beaucoup de mots que j'entends, ou comme beaucoup d'expressions que j'entends, au début, ça me dit rien. Je comprends la définition que les gens en donnent. Je la trouve pas bonne pour moi, ou pas adaptée. Et un jour, finit toujours par apparaître une définition qui fait sens pour moi, une définition qui correspond à mon champ de perception en tout cas. Et du coup, je commence à voir dans le monde ces trucs qui s'appellent le mode de jouir et le mode de non jouir des nanas aussi. Et, euh, et c'est une paire de lunettes, quoi. C'est un prisme à travers lequel on peut voir les gens. Mais je trouve, à chaque fois que j'ai réussi à connecter avec quelqu'un là-dessus, comme tu dis, ça met au même niveau. Ça met un niveau Hmm. horizontal. Je ne suis pas en sous-valorisation de la personne, je ne suis pas en survalorisation de la personne. Et tu as raison, je trouve qu'on passe notre vie à osciller dans notre champ de valorisation, entre soit on survalorise quelqu'un ou un objet ou un événement, soit on sous-valorise. Soit on sous-valorise. Et parfois, moi je ne croyais pas à ça au début, mais parfois on peut valoriser à sa juste valeur quelque chose ou quelqu'un ou un événement ou tu vois. Et ça peut paraître bizarre ou prétentieux de dire ça, mais c'est quoi la juste valeur? C'est qui sait ça? Personne ne sait ça. Enfin, personne n'est expert en réalité à ce point. Mais mais je trouve que comme tu dis, quand tu connectes au niveau humain, il y a un truc où c'est la juste valeur quelque part. C'est tu Ouais, n'en as pas fait un dieu, tu n'en as pas fait un paillasson. c'est presque, je sais pas, ça me donne envie de dire, c'est une justesse de moment aussi. Parce que la même Oui, personne, la même personne, si on la recroise 2 jours plus tard, on sera peut-être pas à même de créer ou oui. de ressentir cette justesse. Parce on la crée et et elle se déclare en même temps. Il y a un truc un peu double à cet endroit-là. Je vais Si donner tu un veux. exemple Mm. de mode de jouer. J'ai un copain, il est platiste. Tu vois les gens qui croient que la Terre est plate. Et, euh, et le platiste, on lui demande mais pourquoi tu crois que la Terre est plate? Il dit bah on appelle ça une planète. Planète, c'est dans le titre. Tu vois. Et il rend les gens fous comme ça. Il dit mais ça s'appelle pas une rondette, c'est une planète. Tu vois. Et, et pendant que et parfois il arrive à tenir des gens pendant 30 minutes qui essayent de convaincre que la Terre est ronde et il n'en démord pas. Et je le vois Mm. jouir à cet endroit-là de faire l'idiot, si tu veux. Parce que tant qu'il fait l'idiot, il tient tout le monde. Il est en contrôle Mm. Ouais, socialement. ouais. Il rend les gens C'est fous, quoi. oui, Ils sont frustrés. un gros gamin quoi. Mais et quand tu comprends ça, bah tu peux que l'aimer. Tandis Mm. quelqu'un qui serait trop rationnel, en mode non mais il a rien compris, la Terre est pas plate, il est vraiment stupide. Non, tu n'as pas compris son mode de jouir. Il est juste en train de jouir. Mm. Il n'y a rien de plus à chercher. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais oui, parce que finalement, c'est presque, j'ai envie de dire, l'aboutissement d'être en vie, de ressentir la jouissance. Après, pourvu que ce soit pas au détriment de quelqu'un d'autre, je veux dire, c'est ça l'effet délétère, c'est que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre, en conscience ou inconsciemment. Mais avoir un corps, avoir une existence d'humain, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, c'est la jouissance à l'intérieur de notre système, quoi. C'est comme ça qu'on va le mieux faire honneur en fait à ce corps et à cette incarnation qui est la nôtre. J'ai l'impression. Il y a il y a la jouissance et pour moi il y a peut-être quelque chose d'au-dessus encore et qui serait plus de l'ordre du divin. Hmm. La jouissance, je la range plutôt dans l'énergie sexuelle, dans dans comment dire, l'excitation sociale. Typiquement une soirée entre amis, voilà, il y a de l'excitation sociale. Ou une boîte de nuit, voilà, de la musique, boum boum, on danse, on se frotte, voilà.
Ça, pour moi, c'est de l'énergie sexuelle. Et, et c'est des modes de joueurs qui s'expriment et qui se cherchent et qui se rentrent dedans, parfois qui se castrent, etc. Et pour moi, il y a quelque chose d'au-dessus. Ou en tout cas, il y a quelque chose d'autre à vivre que ça, parce que sinon, on pourrait tous simplement être des dépravés et ça pourrait suffire. Tu vois? Mais Hmm. quelque part, non, il y a autre chose. Ce que j'appelle l'énergie divine, par opposition, entre guillemets, à l'énergie sexuelle, c'est plus quelque chose qui se goûte dans des moments de silence. Il n'y a pas besoin Oh, d'excitation. L'excitation n'est pas la bienvenue. Dans ces moments-là, je pense par exemple quand tu es dans un temple, dans une cathédrale, ou quand tu contemples un paysage magnifique, t'as pas besoin d'en rajouter. Tout est hmm, déjà là. hmm. Est-ce que le mot plénitude correspondrait à ce que tu décris ou c'est Oui, pas assez? Ouais, ça va. ça- Ouais, mais moi je j'aime vois, bien, c'est... j'aime bien dire que dans l'énergie sexuelle on cherche l'extase Mhm. et dans l'énergie divine on cherche la contemplation. Mais la plénitude ça marche aussi. Ouais. Du coup, il y a donc une opposition entre être compris dans un ensemble et le contempler en même temps, contempler cet état, en fait, être dans un état de contemplation, et de l'autre côté, quelque chose de plus proactif avec justement la jouissance du corps, parce qu'en fait, finalement, on abandonne son corps quand on est dans cet état que on s'en sert pas là, on- on laisse tomber. Bah, il peut y avoir une opposition. J'ose croire qu'il peut ne pas y en avoir aussi et Ok. qu'on puisse combiner l'extase et la contemplation. Tant qu'à Hmm. faire. Très bonne. Mais c'est vrai que souvent c'est séparé, c'est-à-dire que c'est pas dans une boîte de nuit que tu vas faire ta prière. C'est pas dans une église que tu vas twerker. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, tu vois. Et Ouais, ouais, c'est ouais. très. Et pour autant, j'ose croire que dans certains moments, ces deux énergies peuvent se rejoindre. Et je pense que c'est ce qui se passe quand on procrée. Si j'ai bien compris, tu es devenu papa récemment. Ouais. Euh, pour moi, c'est la rencontre de l'extase et de la contemplation, la parentalité. En tout cas, au moment où ça se fait. Ouais, bah, ça peut être autre chose aussi. Non, mais il y a ça plus autre chose. Ok. En tout cas, dans mon expérience, il y a vraiment, c'était d'une violence et d'une intensité folle. Genre, c'est vraiment multiple. Tu te fais canarder en vrai. T'as plus les manettes de rien du tout. Euh, Du coup, j'avais une petite question que je repose pour voir si jamais on peut compléter, parce que je pense qu'on a déjà traité la plupart de ce que ça demande, mais on sait jamais. Est-ce que mon connard intérieur, c'est celui qui magouille pour arriver à ce que mon désir soit au programme, ou pour punir celles et ceux que je tiens responsables du fait que mon désir n'advienne pas? Oui. Ok, on passe à la suite. Non, attends. Oui, je vais laisser un silence. Hmm. Euh, euh, oui, mais c'est pas que égoïste. Il y a aussi un connard intérieur altruiste. Il y a aussi une salope intérieure altruiste. On a souvent une image égoïste du connard et de la salope intérieure, mais euh, il y a aussi quelqu'un qui a le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est quelqu'un qui a besoin d'attendre qu'en face quelqu'un se retrouve en position de victime pour pouvoir relationner avec. Et pour pouvoir relationner avec sous le prisme je te sauve. Et, et ça, pour moi, ça fait partie aussi du connard intérieur, parce qu'il peut mettre des stratégies en place pour que la victime se sente toujours victime. Oh, ça se fait trop pas ce qu'il a fait. Oh là là, c'est vraiment un connard avec toi. Tu vois, c'est tout bête. Mais voilà, c'est pas que au sens bourreau égoïste. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, j'entends.
J'entends, c'est une belle nuance que tu apportes là parce que Et euh, parfois aussi, c'est la victime. Et ça, c'est un peu tabou de dire que bah, t'as été une victime parce que t'es un connard, ou t'as été une victime parce que t'es une salope. C'est horrible de dire ça. C'est- je ne voudrais pas avoir à dire ça à quelqu'un, mais parfois, il y a des nanas, ça arrive souvent à des nanas, j'ai l'impression. Des nanas qui ne maîtrisent pas leur salope intérieure, qui ne veulent pas la voir ni l'assumer, et qui se retrouvent victimes de ce qu'elles créent sans s'en rendre compte. De ce qu'elles créent parce qu'elles font, parce qu'elles ne font pas. Et après, elles vont dire, mais j'ai rien fait. Pourquoi ça m'arrive? Tu vois? je ce, ce, vois. ce, ce piège du j'ai rien fait. Bah, je le vois puisque je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la position que j'ai prise quand on m'a dit, mais il y a il y a plein de femmes autour de toi, Mathieu. Bah voilà, j'ai fait, bah je vois pas, je comprends pas, j'ai rien fait. C'est ça. Mm, mm. Donc j'ai une belle salope intérieure là, de mon côté. Euh, non, mais c'est bien de pouvoir faire un petit peu ces précisions parce qu'en fait, il y a quelque chose dans l'échange. Alors, ça complète en fait l'échange par rapport à ce que tu précisais là. Ça complète l'échange qu'on a déjà eu sur cette chaîne avec Hélène Vecchiali sur la tragédie du Sauveur. Donc, on a parlé exclusivement de ça, du syndrome du Sauveur. Et c'est vrai que j'ai trouvé cet échange très nourrissant et très éclairant sur plein de points. Et là, on en met un qui était pas loin de ce qu'on a déjà échangé avec Hélène, mais qui est encore quelque chose de nouveau. Donc je trouve ça intéressant d'aller éclairer cette figure du sauveur parce qu'en fait, je me rends bien compte que quand on est un sauveur, on est empêtré euh, dans une dynamique. Donc s'il n'y a pas de temps en temps des coups de projecteur qui- ou des coups de caméra qui sont faits d'au-dessus de la situation, on verra jamais rien, on est perdu dedans, quoi. Donc bon, ça peut secouer un petit peu d'entendre ça, mais je trouve ça intéressant, mine de rien. Euh, et- Après, tu peux rester dedans et l'assumer. Je connais des mecs comme ça qui sont en mode sugar daddy. mm, C'est des profils sauveurs, mais bah, ils sont devenus pourvoyeurs. Et ils sont encore sauveurs, en fait, quelque part, mais ils ont réussi à transmuter ça. ok. Ouais, tu sens plus d'apaisement quand c'est incarné de cette façon-là. Bah, apaisement, peut-être pas, mais en tout cas, quand c'est assumé, c'est plus sain. Ok. C'est plus sain Oui, et au moins ça tu se cache attires, pas, ouais. et tu attires des personnes compatibles, en fait. Et Mm. aussi, tu permets de mettre des panneaux pour que les gens que ça n'intéresse pas te fuient. Ouais. Oui, oui, jouer carte sur table, ça assainit forcément les choses, effectivement. Dans la question que je t'ai posée juste avant, il y a cette notion de punir les autres parce que c'est à cause d'eux que mon désir n'advient pas. Alors ça peut être une posture qui revêt plein de réalités différentes. Mais je me demandais, en prolongement de ça, est-ce que mon connard intérieur est une frustration de mon besoin d'être aimé dans mon imperfection? Ton connard intérieur n'est pas forcément frustré. Il est peut-être joyeux et vivant, et tu vois, il peut être frustré, mais pas forcément. Est-ce que je peux développer là où j'étais? Vas-y, vas-y. Ouais. En gros, je me disais, euh, pour ma part, j'ai vu mon connard intérieur à de rares occasions, et je pense qu'il est beaucoup plus large que ça, tu vois. J'ai pas vu le rhizome dessous, j'ai vu quelques champignons sur le dessus. Il se trouve qu'il agit donc d'une certaine façon sans que je le sache, sans que j'en sois conscient. Le fait est que parce que j'ai du mal à me donner de l'amour à l'endroit où lui il opère. J'ai du Hmm. mal à accepter ça. Je préfère être aimable pour des qualités que d'être aimé dans mes défauts, même si c'est ce que je rêve que les autres fassent pour euh, me décharger d'un certain poids en fait, où je me sens pas, enfin voilà, syndrome de l'imposteur de 1000, etc., etc. Donc du coup tout ça, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a la façon où on va euh, essayer que les autres nous aiment à ces endroits-là, tout en sachant qu'en plus de ça, comme nous, on n'est pas foutu de le faire, on pense que c'est pas aimable au fond. Donc moi, j'ai l'impression que c'est là qui s'installe le connard intérieur. C'est à l'endroit où je peux pas, moi, mettre de l'amour sur certains comportements qui sont pas vertueux dans la façon dont moi je les vois et dans la façon dont culturellement ils sont perçus. Ouais, c'est une histoire de culture et de.
En fait, le connard intérieur et la salope intérieure, au fond, n'existent pas. On est juste des êtres humains qui expriment ce qu'ils sont dans une société avec des narratifs mainstream qui, quand on s'en écarte trop, les gens prennent ça comme une trahison. Les gens se sentent blessés. Tu vois, t'as beaucoup de nanas qui tournent autour de toi, ta compagne est jalouse, et comment est-ce que tu oses faire ça? Tu vois? Mais oui, mais t'as rien fait. Quelque part, c'est vrai. Ou alors, c'est pas que c'est vrai, mais quelque part, t'as le droit de plaire à autant de personnes, et tu n'as pas à en rougir. Mais on est dans une société avec culture du couple monogame, sans trahison, sans jalousie, nanana. Et par conséquent, tu trahis un récit collectif avec ton connard intérieur. Et c'est pareil pour la salope intérieure. Elle trahit le récit collectif. Et c'est pour ça qu'elles sont pas aimables dans un premier abord, c'est par là. Mais au fond, elles sont tout à fait aimables, puisque quand c'est assumé, c'est une expression de ce que tu es. C'est une expression de ton être. Et quand tu exprimes ton être, je pense que quand tu t'exprimes pour te vrai, tu ne peux être que aimé. Je pense sincèrement ça. Moi, je te rejoins là-dessus. Donc, Euh, j'ai une petite pensée pour le fait que si ça se trouve, l'avènement des connards et salopes assumés arrive par finalement nos amis politiciens en ce moment. Je sais pas, il y a un truc quand même. Il y a quelque chose de l'ordre non, parce qu'ils sont pas assumés. Tu trouves? Ils sont pas assumés parce que quand Macron dit venez me chercher, il a toute une armée pour le protéger. Mhm. Mais est-ce que c'est pas Tu le vois. comble du connard qui s'assume que de dire venez me chercher alors qu'il a une armée autour? En fait, s'il s'assumait, il se ferait respecter. Hmm. Tu vois, un connard qui Ok. s'assume, il a du charisme pour de vrai. Oui, là, c'est vrai que c'est pas vraiment le cas. Même les gens qui le détestent lui trouvent du charisme, un connard qui s'assume. Hmm. Typiquement OSS 117, Ouais. tu vois. Euh, et Macron, ceux qui le détestent ne le trouvent même pas charismatique. Ils trouvent que c'est un clown, un perroquet, et ça se voit que c'est un perroquet. Ça se voit qu'il ne pense pas ce qu'il raconte, qu'il n'incarne pas ce qu'il raconte, et non, je peux pas croire qu'il assume son connard intérieur. Ok. Ou alors, il a un mode de jouir qui m'est trop étranger pour que je puisse encore le comprendre, le pardonner et l'aimer. Ce qui est possible aussi. Mais Donc c'est dans je ce connais sens. pas. Ouais, C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a un ordre. Donc du coup, le comprendre, le pardonner et l'aimer. C'est ça que tu as dit? ouais, c'est un ordre qui, je pense, m'est personnel. D'abord Ok. comprendre et ensuite pardonner, aimer, ouais. Ok. Intéressant. Ouais, tout ce que je Euh, comprends pas, je peux pas l'aimer, moi. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a possibilité d'ouvrir le tiroir de l'amour sans compréhension, mais il est difficile celui-là quand même. Il est retors, il se referme assez rapidement. C'est le moment de ça peut, grâce. ouais, ça peut arriver, mais c'est des moments purs. Hmm. Mais la Euh, plupart du temps, on vit pas des moments purs, on vit des moments un peu, pas détournés, mais il y a toujours une forme d'aliénation dans la vie culturelle. Et du coup, on sait jamais si la culture, elle est bonne ou pas bonne. Si ce qui prend notre attention, est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce qu'on a vraiment raison de se laisser attraper par ce truc-là? Tu vois? Moi, j'ai souvent une remise en question vertigineuse là-dessus parce que je suis très sensible à tout ce qui attrape mon attention. Je suis très sensible aussi à toutes les drogues. J'ai été alcoolique pendant un certain temps. Et là, je peine encore à définitivement arrêter, tellement ça me manque, parce que j'aimais sincèrement me droguer, j'aimais sincèrement boire. Mais comme j'aime sincèrement m'empiffrer de bonne bouffe, comme j'aime tout ce qui est bon en fait, et il y a tellement de choses bonnes et pour autant mauvaises, tu vois, ah oui. c'est très difficile, je trouve, de faire le tri dans un monde avec autant de permissions et de tenir soi-même sa verticalité sur le fait d'assainir sa vie. Et en Avec même autant temps, de... ouais,
avec autant de permissions, mais aussi avec autant d'injonctions contradictoires, parce que là, ne serait-ce que j'ai chopé au vol une pub là en venant, c'est une pub pour de l'alcool, mais détournée, quoi, financée par l'Union européenne, avec l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à la fin. Donc là, on est sur quelque chose de touffu, quoi. À la fois Ah c'est oui, oui. sponsorisé, c'est sponsorisé et on te dit qu'il faut pas le faire. C'est là où je trouve ça, Oui, bah, ouais. ça c'est typiquement un truc que je trouve pas aimable. Moi, je suis pour une épuration culturelle. Ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe si on supprime 99% des films, des musiques, des œuvres d'art, de toute la culture, des romans? Qu'est-ce qui se passe si on les supprime et que la vie continue? Qu'est-ce qui change de notre vie? C'est une La question réponse qu'on est me pose. probablement pas grand-chose. Tu vois? Ah oui. Peut-être même qu'il y a moins de trucs qui vont nous prendre notre attention et qu'on aura simplement plus d'oxygène et d'espace de respiration pour créer. Et c'est pareil pour les pubs, par exemple. Ça fait Oui. partie pour moi une perspective de nouveau monde à mettre en place, des choses où éthiquement tu fais plus ça, quoi. Pour moi, ça marche si on est amnésique des 99% qu'on enlève, mais ça marche pas si on est conscient de... Parce qu'après, c'est quel pourcent on garde? Et là, c'est la guerre. Au pif, au pif. Ah ouais, au pif, jusque-là. Ouais. Ok. Non, mais je pense que l'être humain va tout réinventer en 5 ans. Tout ce qui était, tout ce qui pourrait manquer sera réinventé dans les 5 années qui suivent. Je suis très optimiste là-dessus sur l'aspect créatif culturel de l'être humain parce que on crée la plupart du temps pour combler des vides. Donc si tu crées un énorme vide, tu vas stimuler beaucoup de créativité, je pense. Ok. Entendu. Et donc, du coup, est-ce que tu vois pas dans cette déclaration une sorte de... De toute façon, on en est bourré hein, de contradictions à l'intérieur de nous, mais c'est parce qu'il y a eu une démocratisation des façons de créer qu'il y a une profusion aussi forte aussi de propositions. Et Ah oui, oui, bien c'est ce qui sûr. fait qu'aujourd'hui on discute. C'est ce qui fait que toi t'as ta chaîne et que moi j'ai la mienne. Sinon, on en serait dépourvu. Alors je sais pas. Je pense que euh, le Mathieu qui n'aurait pas fait de chaîne YouTube aurait trouvé autre chose. Donc c'est sans doute ce que tu vas me répondre. Mais n'empêche que ça annule qui on est là tout de suite. Non, mais c'est très bien de créer des choses dans une. Enfin, toi et moi, on crée du contenu qui est quand même assez léger. On n'a pas de. J'ai l'impression de dogme à appliquer ou de leçons de morale à donner. Tu vois? Tandis que les derniers films ou séries que j'ai matés, c'était des leçons de morale. J'en ai ras le Hmm. cul. Même les Fabres de La Fontaine n'étaient pas aussi bêtes. Parce que La Fontaine, Tinoco raconte ça souvent, que il y avait une ambivalence dans les morales. C'était pas aussi bébête qu'on peut lire dans un premier niveau. Et, euh, et un de mes bouquins préférés, c'est Les Barbares de Alessandro Barrico, où il parle justement de le fait de pouvoir en un bouton créer ce qui avant était réservé à une élite. Euh, et c'est le cas, par exemple, en ce moment avec les IA pour créer du contenu. C'est le cas où maintenant, avant ça, il y a les iPhones où maintenant tout le monde peut devenir photographe, partager ses photos de voyage, de machin, en appuyant sur un bouton. Et oui, il y a une profusion de culture qui devient accessible de manière mainstream aux gens du quotidien. Et c'est un grand bain avec beaucoup de choses médiocres et avec beaucoup de choses qualitatives aussi qui sont méconnues. Donc, j'ai rien spécialement ni pour ni contre tout ça. Enfin, je sais plus sur quoi on était parti. Pourquoi je suis là-dessus? Ah c'est bien. Je reconnais bien là les gens que je choisis d'inviter. Généralement, il y a toujours un moment où ils bug comme ça. Euh, Du coup, bienvenue à la maison.